À 13 ans, mon père m'a frappé si fort que je me suis réveillé seul à l'hôpital. Maman a dit, tu nous as fait honte. Mon père m'a renié et m'a envoyé en internat pour protéger leur image. Des années plus tard, leur monde s'est écroulé et ils ont enfin compris ce qu'il avait fait. Mes parents me traitaient comme un mauvais investissement, tout en vénérant ma sœur. Alors, je me suis barré, j'ai construit ma propre vie, et je suis passé à autre chose. Mais eux, non. Avant que le vrai chaos ne commence, laissez-moi vous ramener au début. Je m'appelle Daniel. J'ai 37 ans maintenant. Je dirige une entreprise de criminalistique numérique, spécialisée dans l'analyse de preuves audio. Il s'avère que, se faire manipuler psychologiquement toute son enfance, ça vous rend doué pour la documentation. Un soir, Rachel et moi étions assis sous la véranda. Elle avait un verre de vin. J'avais un café. Le soleil se couchait. C'était calme. Elle est restée silencieuse une minute. Puis, est-ce que tu raconterais un jour toute l'histoire à quelqu'un, du début à la fin? Tu veux l'entendre? Si tu veux la raconter. J'ai regardé vers la maison, vers le jardin que nous avions aménagé, et vers la vie que nous avions construite, sans eux. Ouais, ai-je dit. Je vais te raconter. Je suis entré et j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau, j'en ai sorti l'enregistreur, ce même enregistreur à $3 d'un vide-grenier qui m'avait suivi jusqu'au Vermont. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années. Je l'ai ramené dehors, et je l'ai posé sur la table entre nous. Rachel lui a fait un signe de tête. C'est pour quoi faire? Une conclusion, peut-être? J'ai dit, documentation, habitude. Plastique de soutien émotionnel. Elle a souri. Commence quand tu es prêt. J'ai appuyé sur enregistrer. La lumière rouge s'est allumée. J'avais 13 ans quand j'ai réalisé que ma famille avait attribué des rôles, et que j'avais hérité du pire. Elisa était le produit. J'étais le passif. Tout le reste, c'était de la limitation des dégâts. À l'époque, je n'étais qu'un gamin avec un enregistreur à $3. J'ai commencé à enregistrer des bruits ambiants, la pluie, la circulation, des pas, je superposais tout ça sur mon ordinateur portable, transformant une porte qui claque en musique, m'enseignant la production via YouTube. Ma famille trouvait ça bizarre. Ma sœur Elisa avait 14 ans. Étoile montante de la natation. Spécialiste du papillon. Les sponsors appelaient, les entraîneurs universitaires observaient. Mes parents géraient son emploi du temps comme des opérations militaires, et ses résultats comme des rapports boursiers. Maman, Lydia, ne jurait que par l'image. Sa phrase préférée, la perception, c'est la réalité. Quand j'ai demandé pour un cours d'audio, c'est quoi la perception? Qu'on élève un gamin qui joue avec des jouets? Papa, Steven, dirigeait une société d'investissement. Il parlait en termes de ROI, retour sur investissement. Quand Elisa s'en mêlait, c'était de la croissance. C'est là qu'on met les ressources. Quand je ramenais un B14 sur 20, c'était moyen. Le moyen ne compose pas d'intérêt. Son autre phrase favorite, on investit dans la croissance, on coupe les pertes tôt. Il le disait pour les actions, pour les clients, et pour moi, quand il pensait que je n'écoutais pas. Elisa connaissait sa position. Elle qualifiait mes trucs sonores de « glauques ». Elle disait que j'étais bizarre d'avoir toujours un enregistreur. Elle racontait à ses amis que je les enregistrais probablement dans la salle de bain. Ce n'était même pas proche de la vérité, mais la rumeur est restée. Ça a rendu le collège intéressant. Elle avait cette façon de parler de moi comme si j'étais un truc collé à sa chaussure. Mon frère ou peu importe. La honte de la famille. Mes parents ne l'ont jamais corrigé. Une semaine avant l'incident du garage. Elisa avait les championnats d'État junior. Un truc énorme. Les recruteurs confirmaient. Un reportage aux infos locales. La maison est devenue une zone de préparation. Mon meilleur ami, Connor, m'avait invité à une foire des makers. Des ateliers de design sonore. J'avais demandé 3 semaines à l'avance. La veille. Lydia, tu n'y vas pas demain. Pourquoi? La compétition d'Elisa est dimanche. On a besoin de samedi. C'est clair. C'est une fois par an. Quand tes hobbies généreront des bourses d'études, on pourra revoir les priorités. Je n'y suis pas allé.
J'ai passé le samedi dans ma chambre. Dimanche matin, Elisa m'a trouvé dans le couloir. Bouge. Je suis en retard. La compétition n'est pas avant midi. Va être bizarre ailleurs. Je suis dans un couloir, dans ma propre maison. Ta maison? C'est ma maison. Toi, tu vis juste dedans parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quoi faire de toi. Elle m'a bousculé, m'a poussé de l'épaule contre le mur, et je suis retourné dans ma chambre, j'ai vérifié l'enregistreur dans ma poche, je l'avais toujours sur moi, et j'ai appuyé sur enregistrer. Cet enregistrement allait bientôt compter. Ce soir-là, après la compétition, qu'Elisa avait gagné, Steven m'a trouvé dans le garage. J'y étais allé pour bricoler de vieux haut-parleurs que je rénovais. J'avais mon ordinateur portable installé sur l'établi. Steven est entré, et a fermé la porte derrière lui. Il s'est approché, et a fermé mon ordinateur. Il faut qu'on parle de ton attitude. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Ta mère m'a parlé d'hier. Comment tu as essayé de ramener le week-end d'Elisa à toi? J'ai demandé à aller à un truc que je prévoyais depuis des mois. Prévoyais depuis des mois. Il l'a dit comme si j'avais prétendu planifier un alunissage. Est-ce que tu comprends l'allocation des ressources? Cette famille a un temps et une énergie finis. On alloue vers la croissance. Elisa, c'est la croissance. Elle est un rendement prouvé. Tes hobbies sont sans potentiel de hausse. Hobbies sans potentiel de hausse. J'ai classé celle-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'arrête d'exister? Je veux que tu arrêtes d'être mou. Arrête d'agir comme si le monde te devait de l'attention. Ta sœur travaille. Elle produit des résultats. Toi, tu es assis dans ta chambre à jouer avec un microphone et à pleurnicher sur l'équité. Je ne pleurniche pas. Je demande une journée. Et je te dis que la réponse est non. Tu sais ce que ta sœur a dit ce soir? Elle a dit qu'elle avait peur que tu fasses quelque chose d'embarrassant à la maison pendant qu'elle concourait. Voilà ce que tu es devenu. Un risque réputationnel. En ce moment, tu n'es qu'un poids mort. Il s'est approché, tournant autour de moi comme s'il évaluait un mauvais actif. Il a tapoté mon ordinateur fermé, s'est penché. Tu surréagis. Tu es trop mou. Tu es exactement comme ta mère. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas regardé ses yeux. J'ai regardé le nœud de sa cravate à la place. Voici ce qui va se passer. Tu vas arrêter de créer des problèmes. Arrête avec cette attitude. Tu vas rentrer dans le rang, et être reconnaissant pour ce que tu as. Il a mis sa main sur mon épaule, ferme. Le genre de prise qui dit « je pourrais pousser plus fort si je voulais ». J'ai regardé sa main, puis son visage. J'ai décidé, à ce moment-là, que j'en avais fini d'être reconnaissant pour des miettes. Sa prise s'est resserrée juste assez pour marquer le coup. Puis, il a poussé. Ce n'était pas un coup pour blesser, pas une tentative dramatique de me faire mal. C'était le genre de poussée que l'on donne à un objet qui obstrue le passage. Une correction, un repositionnement. Mais j'étais debout sur un tabouret, en déséquilibre, au mauvais angle. Le tabouret a vacillé une fois, puis a basculé. Mon pied a glissé. Ma main a raté l'établi quand j'ai essayé de me rattraper. Et la gravité ne négocie pas. Je suis parti en arrière, vite. J'ai entendu le métal avant de le sentir. Le coffre à outils. Un coin pointu. Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé sous des lumières fluorescentes, avec le bip d'un moniteur cardiaque. J'avais très mal à la tête. J'ai essayé de m'asseoir. La pièce a tangué. Une infirmière est apparue. Doucement. Ne bougez pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une chute. Vous vous êtes cogné la tête. Hôpital Mémorial. Vous êtes inconscient depuis 90 minutes. Où est ma famille? Votre père a appelé, mais on arrive à joindre personne maintenant. Il a dit que votre mère arrivait, puis il a arrêté de répondre. Les contacts d'urgence ne répondent pas. Ils sont probablement au dîner d'après-match pour ma sœur. Nous avons besoin d'un parent ici. Elle a fait une pause. Est-ce que quelqu'un vous a fait mal? Non. Je suis tombé. Elle a écrit quelque chose sur un dossier.
Elle m'a laissé seule. Lydia s'est montrée 2 heures plus tard. Pas Steven, pas Elisa. Elle est entrée en ayant l'air agacée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé dans le garage. J'ai heurté le coffre à outils. Tu comprends à quoi ça pourrait ressembler si quelqu'un parle? On est dans la fenêtre d'exposition d'Elisa. Les recruteurs, les médias. J'ai une commotion et des points de suture, et tu t'inquiètes de l'image en ce moment. On a l'air instable. Ne le dis juste à personne. Accident mineur à la maison. Fin de l'histoire. Bien sûr. Je protégerai la marque. Bien. Ton père attend dans la voiture. Appelle tôt demain. Je n'ai pas trébuché, maman. Elle s'est figée. Quoi? Steven m'a poussé. Son visage est devenu inexpressif. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'est disputé. Il m'a bousculé. Je suis tombé. Tu es confus. Traumatisme crânien. Je ne suis pas confus. Même s'il s'est passé quelque chose, c'était un accident. C'est ça l'éducation. Il m'a traité de poids mort, puis m'a poussé parce que j'avais une attitude. Arrête. Cette conversation est terminée. Tu es tombé. C'est l'histoire. Essaie d'en faire autre chose, et tu le regretteras. Je comprends parfaitement. Steven n'est pas entré dans l'hôpital. Il n'est pas sorti de la voiture quand on est rentré. Il nous a juste déposés. Lydia m'a fait entrer, m'a dit d'aller directement au lit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis sur mon lit, j'ai sorti l'enregistreur de ma poche, et j'ai appuyé sur lecture. L'audio était faible mais clair. J'ai entendu la voix de Steven. Ta sœur travaille. Elle produit des résultats. Toi, tu es assis dans ta chambre à jouer avec un microphone et à pleurnicher sur l'équité. Puis ma voix, je demande une journée. Steven encore, j'ai investi 13 ans en toi et je n'ai rien à montrer pour ça. Pas de victoire, pas de trait distinctif, pas de potentiel. Si tu étais une position de portefeuille, je t'aurais coupé il y a des années. Silence, puis la poussée, le tabouret qui racle, l'impact, le son mouillé du métal, ma tête heurtant le coin, puis plus rien. Je l'ai écouté 3 fois de plus. Chaque fois, je me sentais plus calme, chaque fois plus clair. Le son ne mentait pas. Il n'avait jamais menti. C'est pour ça que je l'aimais. L'audio était verrouillé. Horodaté. Permanent. J'ai commencé un nouveau journal audio cette nuit-là. Doucement, pour que personne n'entende à travers les murs. Dimanche soir, post-hôpital. Ils appellent ça une chute. L'enregistrement dit le contraire. 13 ans. J'ai protégé leur image. Ça s'arrête maintenant. J'ai fini de protéger la marque. S'ils veulent prétendre qu'on est une famille parfaite, ils peuvent le faire sans moi, parce que j'ai les preuves. C'était la première fois depuis des mois que je dormais toute la nuit sans me réveiller anxieux. Il m'a fallu 6 semaines pour décider comment tout brûler. Pas avec de la rage. La rage est bruyante et bâclée. Ce que je voulais nécessitait des mathématiques, du timing, un effet de levier, une probabilité de rupture. Tard dans la nuit, porte verrouillée, maison silencieuse, à l'exception de la pompe de la piscine qui bourdonnait sous le plancher. J'étais assis sur le tapis de ma chambre avec l'enregistreur et le casque, j'ai rejoué l'audio du garage, je l'ai mis en pause juste avant l'impact. La voix de Steven sortait de ce minuscule haut-parleur. Poids mort. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est recalibré. Il ne se souciait pas de la vérité. Il se souciait de la perception. Et la perception, j'ai réalisé, n'était qu'un autre système, un système que je pouvais manipuler. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable, commencé un nouveau document, et écrit 2 colonnes en haut. Les insécurités de Steven, les insécurités de Lydia. Pas de secret, pas de ragot, juste des points de pression. Vous n'avez pas besoin de vraies liaisons pour briser des gens comme eux. Vous avez juste besoin qu'ils se voient l'un l'autre comme ils me voyaient moi. Quand je dis que j'ai menti, ce n'était pas dramatique. Je n'ai pas falsifié de mes ni mis du rouge à lèvres sur des cols. J'ai utilisé de minuscules vérités, formulées correctement, un SMS tardif, un reçu laissé sur le comptoir, un trou dans l'emploi du temps,
une explication trop rapide, des choses que tout le monde fait. Les choses ne semblent dangereuses que lorsque la confiance a déjà disparu. Et la confiance entre mes parents n'avait jamais été plus qu'une stratégie de relations publiques. La première opportunité est tombée directement entre mes mains. Le téléphone de Lydia a vibré avec un texto d'un type no méthode. Bien reçu ton message. Confirmé pour demain à midi. Demain, c'était Thanksgiving. Quand elle est revenue dans la pièce, j'ai demandé, c'est qui Todd? Doux, poli, visant droit sur son point faible. Elle s'est figée une demi-seconde, puis a mal menti à propos d'un quart de bénévolat au club. Elle a commencé à garder son téléphone face contre table après ça. Quelques semaines plus tard, Steven est rentré plus tôt que prévu, prétendant qu'un appel client s'était terminé brusquement. J'ai posé des questions sur les fuseaux horaires de Californie. Pas accusateur. Curieux. Il s'est raidi parce qu'il avait déjà raconté une autre histoire à Lydia. Ils se sont disputés plus tard. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais j'en ai entendu assez. Argent, emploi du temps, confiance, les petites fissures par où les gens fuient. Un autre jour, j'ai accidentellement laissé tomber un reçu de dîner inoffensif sur le bureau de Steven, là où Lydia pourrait le voir. Rien de scandaleux, juste un timing assez bizarre pour susciter des questions. Assez pour qu'ils se répètent et réalisent que leurs histoires ne collaient pas. En janvier, ils vérifiaient les téléphones l'un de l'autre, rentraient tard pour prouver qu'ils n'étaient pas le coupable. Ils dormaient dans des chambres séparées, non pas parce que quelqu'un trompait l'autre. Personne ne le faisait. Ils se voyaient juste enfin sans que la marque familiale n'agisse comme un tampon. Il s'avère que lorsque votre mariage est bâti sur l'image, la plus petite tache ressemble à une souillure. Elisa a remarqué la tension immédiatement et la détestait. Ses temps de natation ont commencé à chuter parce qu'elle ne supportait rien qui ne soit pas à propos d'elle. Elle a blâmé les deux parents, puis m'a blâmé moi. Classique. Mi-février. J'ai entendu Steven crier sur Lydia à travers la ventilation. C'est qui lui? Lydia a répliqué, c'est qui elle? L'insécurité les rongeait de l'intérieur. Pas de liaison, pas de scandale, juste deux personnes fragiles tournant l'une autour de l'autre comme des menaces. Lydia a essayé la thérapie familiale après qu'Elisa a menacé d'arrêter les compétitions. Pendant les séances, Elisa parlait sans arrêt de son stress. Le thérapeute a demandé comment je me sentais. Bien. Tout va bien. C'était suffisant pour que Lydia annule entièrement la thérapie. Le but n'avait jamais été de guérir. C'était l'apparence. En avril, ils ont demandé le divorce. En surface, ça semblait propre, professionnel. En dessous, c'était la guerre, finances, garde, score de réputation. Au moment où les papiers ont été signés, la saison d'Elisa s'était effondrée. Les recruteurs ont disparu. Les sponsors sont devenus silencieux. Et naturellement, elle m'a blâmé. En juin, Lydia a décidé qu'il nous fallait un dîner d'unité. Le genre de choses qu'on fait quand on est plus inquiet de ce à quoi ressemble une famille brisée que de ce qu'elle ressent. Steven a fixé son téléphone tout le long. Elisa jouait la comédie de l'inquiétude. J'étais assis là, à attendre. Daniel, a dit Lydia. Quelque chose que tu veux dire? Non. Ce n'est pas utile. Je ne savais pas que j'étais censé être utile. Steven a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que j'ai passé 13 ans à être inutile, alors pourquoi commencer maintenant? Elisa a soufflé. C'est parti. Puis Lydia s'est penchée en avant. Quel choix. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Steven a rempli la salle à manger. Chaque insulte, chaque coup porté à ma dignité, la poussée, l'impact, le son de qui il était vraiment quand personne ne regardait. Elisa a regardé Steven comme s'il venait de se transformer en étranger. Tu l'as poussé? Steven m'a pointé du doigt, désespéré. Tu nous as manipulés, les questions, les commentaires. Tu voulais qu'on s'effondre. J'ai menti, ai-je dit, exprès. Parce que la vérité n'a jamais compté pour vous, seulement la version qui vous gardait propre. Je n'ai pas inventé vos pires instincts. Je les ai juste ciblés. La voix de Lydia tremblait. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais que vous ressentiez ce que j'ai ressenti.
J'ai dit, félicitations. Silence. Elisa a craqué la première. Réparez-le. Thérapie, pensionnat, quelque chose. Lydia a hoché la tête. Tu as raison. Il a besoin de structure. Je me suis levé. J'ai besoin d'être loin de vous tous. Steven s'est redressé. Ton professionnel. Ça peut s'arranger. Et bien sûr, ça le pouvait. Les gens comme eux sont excellents pour emballer les problèmes et les expédier hors de vue. Ils ne m'ont pas envoyé immédiatement. L'image d'abord. Lydia a acheté de nouveaux polos et des kakis, comme si elle rebrandait un produit au lieu de relocaliser son fils. Steven m'a fait signer des formulaires de transfert comme s'il se déchargeait d'un investissement défaillant. Elisa ne me parlait pas du tout. Puis, tard une nuit, je suis passé devant la cuisine et j'ai entendu Lydia au téléphone avec le pensionnat. Il est brillant mais difficile, disait-elle. Il a des problèmes avec les limites. Il enregistre les gens et interprète mal les choses. Il peut exagérer. Steven a pris le téléphone. Il répond bien au système ferme, a-t-il ajouté doucement. Des conséquences claires. C'est ce dont il a besoin. Ils ne faisaient pas que m'envoyer au loin. Ils envoyaient le récit avant moi. La version où j'étais l'instable, le dramatique, le problème. Je ne les ai pas confrontés. Je suis juste retourné dans ma chambre, j'ai ouvert un nouveau journal audio et je l'ai titré « Récit préchargé ». En août, j'étais en route pour le Vermont. Le pensionnat était exactement ce à quoi on s'attend. De vieux bâtiments en briques, des horaires stricts, des gamins dont les parents avaient de l'argent et des problèmes. J'étais là parce que j'étais devenu gênant. L'école avait des règles, un code vestimentaire, un couvre-feu, des études obligatoires, un accès informatique restreint, des privilèges téléphoniques basés sur le mérite. Tout cela conçu pour forger le caractère. La réalité, c'est que ça construisait juste de meilleurs menteurs. Les enfants riches, héritiers, enfreignaient les règles constamment. Ils recevaient des avertissements et des réunions avec les conseillers. Les parents venaient en avion, faisaient des dons. Le problème disparaissait. J'ai eu un rapport ma deuxième semaine pour être arrivé 10 minutes en retard au petit déjeuner. J'ai eu une restriction de dortoir pour 3 jours. Quand j'ai fait remarquer que Candan Pierce avait été 2 heures en retard la veille, le conseiller a dit que me comparer aux autres n'était pas productif. J'ai appris vite. Le système protégeait qui il voulait protéger. Je me suis fait un ami au premier semestre. Un gars nommé Léo. Boursier de Providence. Il a remarqué que je restais seul. Il a commencé à s'asseoir avec moi au déjeuner. Tu as toujours ce truc. Il a pointé l'enregistreur accroché à mon sac. Ouais. C'est pour quoi faire? J'enregistre du son, je fais des projets audio. C'est bizarre. C'est ce qu'on m'a dit. Il a souri. Cool. Bizarre ou bizarre glauque? Ça dépend à qui tu demandes. On a commencé à traîner ensemble. Il travaillait sur des projets de code à la bibliothèque pendant que je montais de l'audio dans la cabine AV. On ne parlait pas beaucoup. On n'en avait pas besoin. En décembre, quelqu'un a volé mon enregistreur dans mon sac au vestiaire. 2 jours plus tard, j'ai entendu ma propre voix venant de la salle commune. Un groupe de juniors passait un enregistrement sur une enceinte. Un journal audio que j'avais fait en octobre. Des trucs privés sur le garage. Sur le divorce. J'aurais dû garder les journaux personnels sur mon portable, mais les habitudes ont la vie dure. Ils riaient, faisaient des imitations. Je suis entré. La pièce est devenue silencieuse. Où vous avez eu ça? Trouvé. Vous l'avez volé dans mon sac. Qui trouve garde? J'ai ressenti le même déclic que dans le garage. Froid, clair. J'ai quitté la salle commune. Je suis allé directement au bureau du doyen. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'il allait regarder ça. J'ai dit que je voulais que ce soit réglé maintenant. Je suis retourné à mon dortoir. J'ai commencé à documenter qui était dans le vestiaire ce jour-là. Chronologie. Qui était dans la salle commune à jouer l'audio? Citations exactes. Horodatage. J'ai créé un dossier complet, je l'ai imprimé,
je l'ai ramené au doyen avec une liste de témoins. C'est un travail de détective impressionnant. C'est de la documentation. Il y a une différence. La plupart des élèves auraient juste laissé tomber. La plupart des élèves n'ont pas l'habitude de se faire manipuler. Il m'a regardé. C'est juste. Je vais m'en occuper. Il l'a fait. Les 4 juniors ont tous eu une restriction de dortoir. 2 ont été suspendus. J'ai récupéré mon enregistreur. J'ai gagné une réputation, aussi. Le gamin bizarre et calme qui répond aux problèmes comme s'il intentait un procès. Les gens m'ont laissé tranquille après ça. J'ai trouvé ma vraie maison à la station de radio du campus. Une minuscule cabine au sous-sol du bâtiment des Arts. Le directeur de la station était Monsieur Phillips. Il enseignait les médias numériques. Il m'a remarqué en train de traîner. « Tu sais utiliser une table de mixage ? » ?»« Ouais, prouvez-le. » Je lui ai joué un projet que j'avais fait. Des enregistrements de terrain superposés de différentes parties du campus. Construit en quelque chose qui ressemblait à de la musique. Il a écouté jusqu'au bout. Il a hoché la tête. « Tu es engagé. Les mardis et jeudis de 16h à 18h. Ne me fais pas regretter ça. » Je ne l'ai pas fait. J'ai passé ces après-midi dans la cabine. L'école m'a donné un accès spécial via le programme radio, j'ai appris le matériel de diffusion, produit des segments, fait des essais audio sur des trucs aléatoires. Monsieur Phillips ne faisait jamais de compliments, mais il me confiait les clés de la cabine et me laissait venir en dehors de mes heures. C'était mieux que des louanges. Les vacances étaient bizarres. Thanksgiving, personne n'est venu me chercher. Lydia a envoyé un texto disant qu'elle emmenait Elisa à un stage intensif en Floride. Steven a dit qu'il avait des engagements clients. J'ai passé Thanksgiving avec 12 autres gamins dont les parents avaient mieux à faire. Le personnel de la cafétéria a fait un dîner. Ça avait un goût de carton. Monsieur Phillips m'a invité chez lui le lendemain pour les restes. Sa femme était gentille. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle a juste servi de la tarte et parlé de trucs normaux. Au printemps, j'étais devenu la personne de référence pour les trucs techniques. J'ai commencé à m'enseigner des techniques plus avancées. Je suis devenu bon pour isoler des sons spécifiques d'environnement bruyant, nettoyer l'audio distordu, construire des clips cohérents à partir de fragments. Monsieur Phillips l'a remarqué, m'a dit que je devrais penser à la criminalistique, l'analyse audio, le travail juridique. C'est logique. Je collecte des preuves contre ma propre famille depuis que j'ai 13 ans. Il n'a pas ri, il a juste hoché la tête. Alors utilise-le. Prends la chose qu'ils ont essayé de t'enlever à coups de poing et transforme-la en quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Fin de l'année. Lydia a appelé. Première fois en 4 mois. Elle a demandé comment se passait l'école. Cool. Content qu'il te l'ait dit puisque tu n'as jamais demandé. Ne sois pas comme ça. J'appelle maintenant. Pourquoi ? Parce que je suis ta mère. Pause. Est-ce que tu rentres pour l'été ? Est-ce qu'Elisa sera là ? Oui. Alors non. Je trouverai un programme d'été. Tu ne veux pas rentrer de toute façon ? Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu m'as envoyé ici parce que j'ai arrêté de protéger l'image de la famille. Ne faisons pas semblant que c'est une question d'affection. Silence. Alors je virerai l'argent pour le programme d'été. Envoie-moi les détails. Elle a raccroché. J'ai trouvé un programme de 6 semaines dans une université d'État. Intensif de production audio. J'ai postulé. J'ai été pris. L'argent est arrivé sur mon compte 3 jours plus tard. Pas d'appel de suivi. Juste du cash et du silence. L'université était simple. Université d'État, bon programme. J'ai étudié la criminalistique des médias avec une spécialisation en analyse audio. J'ai appris le côté technique. Analyse spectrale, isolation de fréquences, protocole d'authentification, chaîne de custodie, traçabilité, comment rendre les enregistrements admissibles au tribunal. J'ai aussi étudié le droit, parcours pré-droit. Diplômé avec mention. Entrée à la fac de droit. Spécialisé en preuves numériques et découvertes électroniques. Diplômé à nouveau.
Barreau réussit du premier coup. Je ne suis pas allé dans le contentieux. Je suis allé dans le conseil. J'ai monté ma propre boîte. Criminalistique numérique, analyse audio et vidéo, authentification de preuves. Il s'est avéré qu'il y avait un marché pour ça. Il s'est avéré qu'être le gamin calme qui documente tout était exactement ce dont les cabinets avaient besoin. Quelqu'un qui pouvait construire des dossiers qui tenaient la route. Les premières années, c'était de petits cas et de longues nuits. J'ai fait du bon boulot, j'ai eu des recommandations, j'ai grandi lentement. Puis une grosse enquête sur une fraude dans la santé nous a mis sur la carte. Ils avaient besoin de quelqu'un pour analyser des milliers d'heures d'appels enregistrés pour trouver des preuves de coordination entre les cadres. Ça m'a pris 4 mois. J'ai trouvé les schémas, construit la chronologie, témoigné en tant qu'expert, leur dossier a tenu. Mes honoraires étaient à 6 chiffres. Après ça, la croissance a été constante, plus de clients corporatifs, de plus gros dossiers, des honoraires plus élevés. J'ai embauché du personnel, déménagé dans un vrai bureau, construit un labo correct avec de l'équipement haut de gamme. J'ai fait ma première année à 7 chiffres. J'ai acheté un condo en centre-ville. J'ai quand même gardé ça discret. Je ne postais pas en ligne, je travaillais juste. J'ai rencontré Rachel. Elle travaillait dans la conformité d'entreprise pour une compagnie pharmaceutique. Ils nous ont engagés pour analyser des enregistrements d'enquête interne. Elle était la personne de contact, professionnelle, directe, ne perdait pas de temps. On a accroché, on a commencé à prendre des cafés entre les réunions, puis des dîners. 6 mois plus tard, elle a emménagé. 1 an plus tard, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui immédiatement. C'est en planifiant le mariage que ma famille a découvert que j'existais. Je les avais bloqués partout. J'avais changé de numéro 2 fois. Ils n'avaient aucune idée d'où j'étais ni de ce que je faisais. Lydia avait envoyé des lettres à ma dernière adresse connue pendant quelques années, puis avait arrêté. Steven avait envoyé un email via son avocat quand j'ai eu 25 ans à propos de papiers de fonds fiduciaires. J'ai signé les formulaires, je les ai renvoyés, je n'ai plus jamais entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il voie l'article. Un magazine économique local a fait un profil sur les entreprises montantes de la région, incluant ma société. Photo de moi dans mon bureau, parlait de notre historique de dossiers, notre liste de clients. Une semaine après la publication, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était « Longtemps ». Daniel, c'est ta mère. J'ai vu ton article. On n'avait aucune idée que tu réussissais aussi bien. Si fier de toi. J'aimerais beaucoup reprendre contact. On a des choses en cours et on aurait vraiment besoin de ton soutien. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message Facebook. Je n'avais rien posté depuis des années, mais j'avais toujours un vieux compte que je n'avais jamais pris la peine de supprimer. Elisa avait créé un nouveau compte. Elle a ajouté un tas de connaissances communes de mon passé. Elle a commencé à poster de vieilles photos de nos enfants. Des légendes sur le fait que son frère lui manquait. Des commentaires de gens demandant où j'étais passé. Elle répondait que j'avais eu quelques difficultés et que j'avais besoin d'espace, mais qu'elle espérait reprendre contact maintenant que j'étais stable. Puis Steven s'est pointé à mon bureau. La réceptionniste a appelé. Monsieur, il y a un Steven Garrett ici. Il dit qu'il est votre père. Dites-lui que je suis en réunion. Il dit qu'il va attendre. Appelez la sécurité s'il ne part pas dans 5 minutes. Je l'ai entendu relayer le message. Puis elle à nouveau, il demande 5 minutes. Il dit que c'est important. Je suis sorti dans le hall. Steven était debout près du bureau. Costume, cheveux gris maintenant. Il avait l'air plus vieux. Mais il avait toujours cette même expression. Évaluateur, calculateur. Tu dois partir. Daniel. Bon de te voir. Vous êtes en violation de propriété. Je suis ton père qui essaie d'avoir une conversation. Vous êtes un étranger qui essaie d'exploiter un lien familial pour quelque chose qu'il veut. Qu'est-ce que c'est? Il a jeté un coup d'œil à la réceptionniste. Elle faisait semblant de ne pas écouter. Il a baissé la voix. Elisa a quelques problèmes. Ennui judiciaire. Scandale de dopage. Les sponsors l'ont lâché. Maintenant on parle de procès.
Elle a besoin de quelqu'un qui comprend les preuves. Elle devrait engager un avocat. Elle a des avocats. Elle a besoin de quelqu'un qui peut se porter garant de son caractère. Je ne peux pas me porter garant de son caractère. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Tu es son frère. Biologiquement, c'est tout. Ta mère a des difficultés financières. Les règlements du divorce sont épuisés. Elle est en retard sur les factures. Alors elle devrait mieux gérer son budget. Ne sois pas froid. Je ne suis pas froid. Je suis réaliste. C'est vous qui m'avez appris ça. Roi, allocation des ressources, coupez les pertes. J'applique juste vos leçons. C'est différent. C'est exactement la même chose. Vous avez décidé que j'avais un faible potentiel et vous avez désinvesti. Maintenant vous êtes de retour parce que vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas une famille. C'est vous qui utilisez les gens. On a fait des erreurs. Vous essayez de m'utiliser. Maintenant partez avant que je ne vous fasse expulser. Il est resté là. M'a fixé. Il semblait essayer de décider s'il devait pousser plus fort. Il a choisi de ne pas le faire. Il est sorti. Rachel a demandé à ce sujet ce soir-là. Je lui ai raconté l'essentiel. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste écouté. Puis, ils vont continuer d'essayer. Je sais. Tu veux que je m'en occupe? Ouais, fais ça. Elle l'a fait. Elle a mis en place des filtres sur mon email pro, mis à jour la sécurité du bâtiment, s'est assuré que l'accueil avait des photos et des instructions, pas d'accès sans rendez-vous. Mais ils ont continué d'essayer. Lydia a commencé à appeler des gens avec qui j'avais travaillé, disant qu'elle était ma mère, qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle voulait reprendre contact, mais que je la rejetais. Un de mes clients l'a mentionné, a dit que ma mère avait appelé, semblait vraiment en détresse. Je les ai remerciés et j'ai dit que nous étions brouillés, et de s'il vous plaît ne pas partager mes coordonnées. Elisa a posté sur les réseaux sociaux qu'elle traversait une période difficile et avait besoin de soutien familial. Elle a tagué de vieilles photos de nous. Les gens commentaient pour demander si je savais, si j'aidais. Elle répondait qu'elle avait essayé de me joindre, mais que j'étais concentré sur ma carrière. Steven a envoyé une lettre formelle via son avocat. Pas une menace légale, juste une lettre disant qu'il voulait discuter d'une opportunité d'affaires. J'ai ignoré tout ça. Puis Lydia s'est pointée au bâtiment. Rachel m'a appelé depuis le hall. Ta mère est là. La sécurité l'a arrêtée. Elle refuse de partir tant qu'elle ne t'a pas vu. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Elle fait une scène, elle pleure. Les gens filment. Je suis descendu. Lydia était dans le hall. Mode performance. Larmes. Mouchoir. Une petite foule regardait. Elle m'a vu et a tendu la main. Daniel, enfin. J'essaie de te joindre depuis des mois. Et je vous ignore pour une raison. Je suis ta mère. Vous êtes quelqu'un que je connaissais. Comment peux-tu dire ça? Je t'ai élevé. Vous m'avez exilé. Il y a une différence. Elle a regardé la foule, jouant pour eux. J'ai fait des erreurs. J'essaie de faire amende honorable, mais tu ne veux même pas me parler. On parle maintenant. Voici la conversation. Partez. Ne revenez pas. Ne contactez pas mon entreprise. N'appelez pas mes collègues. Tout ce que vous avez à dire peut passer par un avocat. Tu ferais vraiment ça? Vous m'avez coupé les vivres en premier. Je ne fais que maintenir la limite que vous avez établie. La sécurité s'est approchée. Madame, vous devez partir. Rachel attendait à l'étage. C'était rude. C'était typique. Ça va? Ouais. Laisse-la raconter sa version. Tes clients te connaissent. Ce soir-là, j'ai enregistré un journal audio. Le premier depuis des années. 3 avril, la famille s'est pointée. Steven au bureau, Lydia au bâtiment, Elisa en ligne. Tous jouant des variations de la même pièce. Armer la connexion. Exploiter la culpabilité. Me présenter comme le problème. Ils m'ont appris à couper les pertes tôt. Maintenant ils sont furieux que j'ai fait exactement ça.
Rachel verrouille tout. On se marie dans 8 semaines. Je ne les laisserai pas gâcher ça. Planifier le mariage était simple. Petite cérémonie. Amis proches. La famille de Rachel. Monsieur Phillips du pensionnat a même proposé de m'accompagner à l'hôtel. Rachel a géré la plupart de la logistique. J'ai géré l'installation technique, le système son, les enregistrements de secours. À 6 semaines de l'échéance, Rachel a mis en place des mots de passe fournisseurs. Chaque fournisseur exigeait un mot de passe pour faire des changements. Fleuriste, traiteur, DJ, coordinateur du lieu. Protocole simple. Pas de changement sans le mot de passe. Pourquoi on fait ça? Parce que ta famille est désespérée, et les gens désespérés sabotent. Tu penses qu'il irait aussi loin? Je sais qu'il le ferait. Ta famille a déjà montré qu'elle manipulera et jouera la comédie. C'est juste protéger ce qui est à toi. À 4 semaines, Elisa a posté en ligne sur le « chagrin familial ». Elle a dit qu'elle traversait des problèmes juridiques et que son frère refusait d'aider. A posté une photo souvenir de nos enfants. Les commentaires ont afflué. Des gens disant que j'étais cruel. Je n'ai pas répondu. Juste fait une capture d'écran. Documentation. À 3 semaines, Steven a envoyé une lettre à mon bureau. Pas une menace, une offre. Disait que sa société avait plusieurs clients intéressés par des services de criminalistique numérique. Transparent. Il voulait un accès. Il voulait un levier. J'ai renvoyé une ligne. Non merci. À 2 semaines, Lydia a commencé à appeler le bureau de Rachel. Elle a dit qu'elle voulait envoyer un cadeau. Avait besoin de la liste de mariage. L'assistante de Rachel a dit qu'on n'en avait pas. Lydia a demandé le lieu et la date. L'assistante a dit qu'elle ne pouvait pas partager ça sans autorisation. Lydia s'est énervée. A fini par raccrocher. À 1 semaine, les choses ont escaladé. Le coordinateur du lieu a appelé. A dit que quelqu'un prétendant être ma mère avait appelé et essayé d'annuler la réservation. Le coordinateur a demandé le mot de passe. L'appelant n'a pas pu le fournir. Le coordinateur a refusé l'annulation. L'appelant est devenu agressif. Ils ont essayé avec le traiteur, le fleuriste, et le DJ, aussi. Même script, même échec de mot de passe, même colère. Ils avaient clairement obtenu la liste des fournisseurs d'une manière ou d'une autre. Probablement appelé chaque lieu et fournisseur dans un rayon de 80 km jusqu'à trouver des correspondances. Les gens désespérés deviennent ingénieux. Rachel m'a appelé. Ils escaladent. Je sais qu'ils vont se pointer. Déjà sur le coup. Le lieu ajoute du personnel. Quiconque n'est pas sur la liste est refoulé. Et je prépare une mise en demeure. Cessation de contact. Cessation d'interférence. S'il pousse plus loin, on porte plainte. 3 jours avant le mariage, Elisa a appelé d'un numéro inconnu. Daniel, c'est Elisa. Comment as-tu eu ce numéro? Ça n'a pas d'importance. J'ai besoin de parler. On n'a rien à se dire. Tu vas te marier et tu ne me l'as même pas dit. Tu es quelqu'un avec qui j'habitais. C'est tout. Je vis un enfer en ce moment. L'affaire de dopage, les sponsors, les procès, et tu agis comme si ça n'arrivait pas. Parce que ce n'est pas mon problème. Je suis ta sœur. Tu es la fille de Steven et Lydia, l'enfant chéri. J'étais la perte qu'ils ont coupée. Tu me l'as rappelé constamment en grandissant. Tu n'as pas le droit de jouer à la famille maintenant. Elle a changé de tactique. Sa voix est devenue plus petite. Daniel, j'ai fait des erreurs. J'étais une enfant. Tu étais assez grande pour me pousser et me traiter de poids mort. Assez grande pour exiger qu'il me répare quand j'ai arrêté de jouer le jeu. Les gens changent. Super. Change quelque part loin de moi. Je viens au mariage. Non, tu ne viens pas. La sécurité a ta photo. Tu te pointes, tu te fais virer. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je l'ai fait. J'ai raccroché. J'ai appelé Rachel. Elle va se pointer. Je sais. Le lieu est prêt. La veille du mariage,
on est resté dans un hôtel près du lieu. On a gardé ça discret. On n'a rien posté. Le dîner de répétition s'est bien passé. Petit groupe, bonne nourriture. Monsieur Phillips a porté un court toast sur le fait de m'avoir vu grandir d'un enfant sur la défensive en quelqu'un qui a construit une carrière sur la vérité. Le père de Rachel a porté un toast sur le fait de faire confiance à quelqu'un qui documente tout. Tout le monde a ri. Le jour du mariage a commencé tôt. Le photographe est arrivé. A pris quelques clichés. Tout se déroulait comme prévu. La sœur de Rachel m'a pris à part 90 minutes avant l'heure de début. La sécurité vient de refouler ta mère. Elle était seule? Non. Ta sœur était avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont présentées. On dit qu'elles étaient de la famille. La sécurité a vérifié la liste. Elle n'y était pas. Ta mère a commencé à pleurer. A joué toute la scène. Ta sœur a commencé à filmer sur son téléphone. La sécurité est restée calme. Leur a dit qu'elles devaient partir. Elles ont refusé. La sécurité a appelé la police. Une voiture de patrouille est arrivée. Elles sont parties. Elles vont probablement poster à ce sujet, mais elles sont parties. La cérémonie a commencé à l'heure. La musique était parfaite. Rachel était parfaite. Les vœux étaient simples et vrais. L'officiant nous a déclarés mariés. On s'est embrassés. Tout le monde a applaudi. J'avais l'impression de gagner. La réception s'est déroulée sans accroc. Cocktail. Musique, boisson, la nourriture est sortie à l'heure. Pendant le dîner, la mère de Rachel s'est penchée vers moi. Quelqu'un fait une scène dans le hall. Je me suis levé. Rachel a attrapé ma main. Laisse la sécurité gérer. Je veux juste voir. J'ai marché jusqu'à l'entrée. Steven était là. Costume, visage sérieux, parlant à la sécurité. Je dois parler à mon fils. Monsieur, vous n'êtes pas sur la liste des invités. C'est son mariage. Je suis son père. C'est une propriété privée. Vous êtes en violation de propriété. Steven m'a vu dans l'encadrement de la porte. Daniel, s'il te plaît. 5 minutes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. La sécurité l'a bloqué. Monsieur, dernier avertissement. J'ai pris l'avion pour venir ici. J'essaie de te joindre depuis des mois. Je peux. Je le suis. Partez. Après tout ça, nous sommes toujours ta famille. Non. Vous êtes des gens que je connaissais qui ne se montrent que quand ils ont besoin de quelque chose. Ce n'est pas une famille. C'est une stratégie. Et vous m'avez appris à couper les mauvaises stratégies tôt. Monsieur, j'appelle la police maintenant. Steven a reculé. Bien. Je pars. Mais ce n'est pas fini. C'est fini depuis que j'ai 13 ans. Vous ne faites que rattraper le retard. Il est parti. J'ai remercié la sécurité et je suis retourné à la réception. Rachel m'a regardé. Tu vas bien? Parfait. Le reste de la soirée a été propre. Discours, danse, gâteau. Plus d'interruptions. Juste nous et des gens qui avaient vraiment choisi d'être là. On est parti pour la lune de miel le lendemain matin. 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Téléphones éteints. Pas de mais. Juste la randonnée et le calme. Et Rachel. J'ai vérifié les messages quand on est rentré. 67 emails signalés. 15 messages vocaux. Tous liés à la famille. Puis 3 messages vocaux d'Elisa qui montaient en intensité. Le 3e menaçait de contacter mes clients et de leur parler de mes problèmes familiaux. Rachel était dans la pièce quand je les ai écoutés. C'est du harcèlement et une tentative d'ingérence commerciale. Je sais. Tu veux que je mette l'avocate dans la boucle? Ouais. J'ai appelé notre avocate. Elle avait déjà préparé la mise en demeure pendant notre absence. Je l'ai revue. Ajouter les nouveaux messages vocaux comme preuve. Déposer le jour même. L'avis était spécifique. Pas de contact. Pas de contact via des tiers.
Pas d'utilisation de mon nom dans des déclarations publiques ou des posts sur les réseaux sociaux. Pas de contact avec mes clients. Les violations entraîneraient des poursuites judiciaires, y compris des ordonnances restrictives. J'ai envoyé des copies à Lydia, Steven et Elisa par courrier recommandé. 2 jours plus tard, Elisa a posté sur les réseaux sociaux qu'elle était, légalement réduite au silence, par son propre frère. Ses commentaires se sont remplis de soutien. Des gens me traitant de cruel. Rachel a tout capturé en écran. A appelé l'avocate. L'avocate a envoyé une lettre de suivi. A clarifié que poster publiquement sur la mise en demeure constituait un harcèlement continu, lui a rappelé les conséquences. Elisa a supprimé le post, et resté silencieuse pendant 3 jours. Puis son affaire de dopage a touché les infos. Il s'est avéré qu'elle utilisait des substances interdites pendant la majeure partie de sa carrière universitaire. Les tests l'ont attrapée rétroactivement. Les sponsors l'ont officiellement lâchée. L'université a révoqué ses records. L'association athlétique l'a bannie. Les médias ont couvert l'affaire. Les entraîneurs ont pris leur distance. La société de Steven a été impliquée parce qu'ils avaient géré les contrats de sponsoring. Des questions sur s'ils avaient su. Leur compagnie d'assurance s'en est mêlée. Tout le truc est devenu un gâchis. Lydia a essayé de tourner ça en ligne comme un stress familial causé par l'éloignement. Notre avocate a envoyé une autre lettre, clarifier qu'attribuer les choix d'Elisa à mes limites était diffamatoire. Lydia a retiré le post, a verrouillé son compte. Steven a envoyé un dernier email. A dit qu'il acceptait que je veuille de la distance, qu'il respectait les limites. Très mesuré, très professionnel. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, l'affaire d'Elisa a été réglée. Elle a payé des amendes, accepté l'interdiction, publié des excuses publiques, n'a pas mentionné la famille, a juste pris ses responsabilités. Rachel et moi avons acheté une maison 6 mois plus tard. Banlieue juste à l'extérieur de la ville. 3 chambres, jardin. Rue calme. Des voisins qui ne savaient rien de ma famille. J'ai installé un bureau à domicile. Insonorisé correctement. Construit un petit espace studio. Je faisais toujours du travail audio à côté. Des projets personnels. Les trucs que j'avais toujours aimés. L'entreprise a continué de croître. Embauché plus de personnel. Ouvert un 2e site. La réputation a tenu. Le travail est resté stable. J'ai entendu par la bande que la société de Steven avait pris un coup avec la situation d'Elisa, perdu quelques clients. Il opérait toujours mais en plus petit. J'ai entendu par un vieux voisin que Lydia avait déménagé, réduit la taille, vivait dans un condo maintenant, travaillait à temps partiel. Aucune idée de ce que faisait Elisa. Je n'ai pas regardé, je ne m'en souciais pas. Quand j'ai fini de raconter l'histoire, Rachel est restée silencieuse une seconde. Puis, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça. On s'est assis ici et j'ai commencé à te dire que c'est ce qui s'est passé ensuite. Et maintenant on avance. Je me suis penché et j'ai arrêté l'enregistrement, sauvegardé le fichier, fait une copie de sécurité, puis remis l'enregistreur dans le tiroir. Rachel s'est levée. Prêt pour le lit? Ouais. On est rentré, on a verrouillé les portes, éteint les lumières, on est monté. L'enregistreur est retourné dans le tiroir. C'est là que reste le passé. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.